C'est 9 mai 2013, un an après l'investiture du gouvernement Matata, l'échantillon de la population, interrogé par l'Institut de sondage Le Point, se montre déçu par la gestion du chef de l'exécutif. Toujours dans ce journal, le manque d'eau à Massina constitue un véritable casse-tête dans ce coin de la capitale. Alors que la loi sur la restructuration de la CENI a été promulguée par le chef de l'État, l'UDPS s'est dit non partante quant au poste réservé à l'opposition. Antenne 1, le journal, Jenny Valiante. Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette grande édition du journal sur Antenne 1. Aujourd'hui, 9 mai 2013, un an jour pour jour depuis l'entrée en fonction du gouvernement de la République que conduit le Premier ministre Matata Ponyo. À cette occasion, le ministre des Médias et porte-parole du gouvernement, Lambert Mende Omalanga, a tenu un point de presse au cours duquel il a présenté un ouvrage contenant les réalisations de ce premier exercice du gouvernement Matata. Les propos ont été recueillis par Alain Kuka et Blaise Londa. J'ai ici avec moi un exemplaire de ce rapport intitulé « Gouvernement Matata en 1, la République démocratique du Congo à bras le corps ». C'est un acte de transparence qui renseigne avec le plus de détails possible sur ce qui a pu être réalisé au sommet de l'État au cours des 12 mois qui viennent de s'écouler. En même temps qu'il indique ce qui reste à faire, c'est-à-dire la voie à suivre. En un mot comme en mille, l'an 1 du gouvernement Matata Ponyo peut être considéré à juste titre comme l'étape de la pause et de la consolidation des fondations indispensables au décollage de notre pays. Au cours de ce premier exercice, l'action gouvernementale s'est déclinée à travers les 6 axes méthodologiques conformes au programme soumis à l'approbation de l'Assemblée nationale lors de l'investiture du gouvernement. Il s'agit des axes ci-après. 1. Les réformes institutionnelles. 2. La stabilité macroéconomique, la croissance et la création des emplois. 3. La construction et la modernisation des infrastructures. 4. L'amélioration du cadre de vie et des conditions sociales de la population. 5. Le capital humain et l'éducation à la citoyenneté. 6. Enfin, la diplomatie et la coopération au développement. Restons dans ce chapitre, 365 jours après que le gouvernement Matata ait été investi par l'Assemblée nationale, l'échantillon de la population interrogée par l'Institut de sondage Le Point se montre déçu par la gestion du chef de l'exécutif. Commentaire de Mercinzo Mabial. L'Institut de sondage d'opinion Les Points, basé à Kinshasa, a rendu public les résultats de son enquête réalisée du 16 au 21 avril 2013. Sondage réalisé dans la capitale par voie de téléphone et au moyen des SMS ciblant 1000 personnes âgées de plus de 18 ans. Le chef du gouvernement bénéficie de 19% d'opinion en sa faveur contre 78% des Kinois interrogés qui pensent que Matata Ponyo Mapon est insensible aux vrais problèmes de sa population. Cette opinion défavorable estime que l'homme de la rigueur a échoué sur tous les axes qui s'étaient définis. Les points révèlent aussi que les sondés ne cachent pas leur déception du fait que Matata Ponyo a tout fait pour éviter une motion de défiance qui devait le permettre de s'expliquer sur sa gestion. Cependant, le success story de Matata Ponyo, on le retrouve dans son 6e chantier qui consiste à renforcer la diplomatie et la coopération au développement. Le succès diplomatique sur le dossier M23 et la tenue du 14e sommet de la francophonie à Kinshasa sont à l'actif du chef du gouvernement.
L'échec de Matata Ponyo n'empêche pas pourtant certains membres de son gouvernement à donner le meilleur d'eux-mêmes pour le pays. Ils sont 12 dont les actions sont créditées à différents niveaux dans les sondages. Raymond Chibanda des Affaires étrangères est le plus crédité avec 18% d'opinion favorable, suivi de Kinke Mulumba, 15%, Kabange Numbi de la Santé, 7%, Maker Mwango de l'EPSP, 7%, Lambert Mende des Médias, 6,6%, Richard Mouyèche de l'Intérieur, 6,4%, Fridola Kasueshi de Ziteper, 5,2%, Moukoko Samba du Budget, 3,5%, Geneviève Inagosi du Genre, 1,4%, Rémi Moussoungaï de l'Industrie, 1%, Justin Kalumba des Transports et Banza Moukalai sont derniers, avec respectivement 0,8 et 0,5%. Et la conduite du processus de paix en RDC intéresse au plus haut point la communauté internationale. C'est la raison d'être de l'audience que le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, a accordée ce jeudi 9 mai 2013 au représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Roger Miss. Laine Boufandobongo, notre spécialiste en questions parlementaires, sur les images de Blaise Londa. Les visites d'inspection des sites en vue du déploiement de la brigade d'intervention, les consultations qui aboutiront à la désignation des animateurs de la Commission électorale nationale indépendante, tels sont les différents sujets évoqués lors du face-à-face entre le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, et le patron de la MONUSCO, Roger Miss. Faire un échange concernant les différents points divers importants. D'abord, bien sûr, la situation à l'Est, sécuritaire et autres, y compris les préparatifs pour la brigade d'intervention et autres aspects, y compris l'attentat contre les Pakistanais avant-hier. Mais aussi, on a discuté l'état de progrès pour préparer les consultations nationales. La situation sécuritaire dans les autres coins de la RDC a été aussi évoquée au cours de cette audience. C'est la bonne tradition, effectivement. Les diverses évaluations du processus électoral de novembre 2011 d'une part et les recommandations pour son amélioration formulées après audition du rapport de la CENI par l'Assemblée nationale d'autre part a poussé le législateur à revoir le cadre institutionnel de l'organisation des élections en République démocratique du Congo. Qu'en est-il exactement de cette loi? Sa présentation dans ce reportage signé Nora Olondo-Iloa. La loi organique modifiée et complétant la loi numéro 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante a été adoptée par les deux chambres du Parlement. Elle a été par la suite promulguée par le président de la République le 27 avril 2013. Elle introduit quelques innovations de nature à renforcer l'indépendance, la neutralité et la crédibilité de la CENI. Il s'agit notamment de la création de l'Assemblée plénière, de l'implication effective de la société civile et de la représentation de la femme à au moins 30% des membres de la CENI. La CENI sera composée de 13 membres désignés par les forces politiques au sein de l'Assemblée nationale, en raison de 6 délégués dont 2 femmes par la majorité et de 4 dont une femme par l'opposition politique. La société civile y est représentée par 3 délégués issus respectivement des confessions religieuses, des organisations féminines de défense des droits de la femme et des organisations d'éducation civique et électorale. Cette désignation sera entérinée dans les jours qui suivent. La loi sur la restructuration de la Commission électorale nationale indépendante a été promulguée par le chef de l'État le 27 avril dernier et cette loi stipule que l'opposition parlementaire détient les postes de rapporteur et de questeur adjoint. À ce sujet, l'Union pour la démocratie et le progrès social n'est pas partante, selon son secrétaire général Bruno Mavungu au micro de Nadine Ngaloula et David Mbeni. Les candidats à un poste, il faut d'abord que nous soyons fixés sur les postes en question. On parle de la CENI, c'est ça. L'UDPS n'est pas au courant de tout ce qui se fait, n'est pas au courant, n'est pas concerné par une CENI qui serait montée par qui et promulguée par qui. L'UDPS ne fait pas attention à tout ça. Ce sont toutes ces personnes qui doivent être réformées, les institutions qui doivent être réformées, qui produisent des choses. Donc,
Quand je vous disais quand il y a une situation, on fait tout, hein, c'est comme si c'était des poules ou des oiseaux, on les distrait. Aujourd'hui, il y a certainement des gens qui sont distraits pour aller prendre la place à la CENI. Mais nous ne sommes pas distraits. À l'UDPS, nous ne sommes pas distraits. Autant que nous n'avons jamais reconnu un quelconque parlement, un quelconque président, tout ce qui serait produit par ces parlements ou ces présidents ne concerne pas le peuple. Le cadre permanent de concertation de la femme congolaise CAFCO en sigle a fait une déclaration ce jeudi 9 mai 2013 à la paroisse Notre-Dame de Fatima. Le CAFCO ne va pas postuler pour un poste au bureau de la CENI, mais soutient quand même les candidatures des femmes à ces postes de responsabilité. Les propos de Rose Mutombo, président du CAFCO, recueillis par Sylvie Fortuné-Mboula sur les images de David Emily. Au regard de ce qui précède et dans les soucis de consolider la jeune démocratie, les organisations féminines membres des CAFCO s'inclinent devant la position de la majorité pour sa participation à la CENI et pour des raisons d'éthique, CAFCO se réserve de soutenir toute candidature. Cependant, CAFCO s'engage à accompagner le processus en cours pour l'organisation des activités d'éducation civique pour une participation citoyenne responsable. 2 mois après la tenue de l'atelier de finalisation de la note d'idées du programme RAID pour les districts du Plateau et de Mai-Ndombe, les parties prenantes se sont encore une fois réunies pour faire un bilan justement par rapport à cet atelier. Objectif, intégrer la version 3 dans les avis et commentaires des participants pour produire la version 4 de l'IRPED. Patricia Amouli. Parmi les résolutions de l'atelier de février dernier sur la finalisation de l'ERPIN du programme des réductions d'émissions pour les districts du Plateau et de Mai-Ndombe figurait la formation d'un groupe de travail ayant pour mission première de continuer la rédaction de l'idée. Ce groupe a produit un draft nommé V3 qui devait aboutir après analyse, validation et adoption par les parties prenantes au draft V4. L'atelier organisé ce 8 mai par le VVF dans la salle Arche de l'Akningaliema a eu donc pour objectif d'effectuer ce travail et d'apporter et d'adopter le document. C'est un travail conjoint qui sera fait dans un futur proche de façon à réduire la pression sur les ressources naturelles et notamment sur les forêts pour que les émissions de gaz à effet de serre soient réduites et qu'il y ait une nette amélioration dans la gestion et dans l'utilisation de nos terres. Le travail en atelier a consisté à la présentation du document par le Comité national RAID aux participants, aux échanges sur les insertions proposées et à l'incorporation par le CNR RAID de ce qui a été approuvé par la plénière en vue de la validation. La version validée devra alors être soumise au fonds carbone du FCPF. Et le 3e fonds additionnel du projet d'appui à la réhabilitation du secteur de la santé a été lancé ce jeudi 9 mai 2013. À cette occasion, le PARS financé par la Banque mondiale a réuni en atelier à l'hôtel Royal les acteurs qui sont directement impliqués dans la mise en œuvre pour faire le bilan des acquis et les défis pour poursuivre le travail. Dieu merci, Zor Mabiala. Harmoniser les stratégies d'intervention et les résultats du financement au plan national de développement sanitaire, c'est ce que vise l'atelier de lancement du 3e fonds additionnel du projet d'appui à la réhabilitation du secteur de la santé PARS, organisé par le ministère de la Santé en partenariat avec la Banque mondiale. Intensifier les stratégies de promotion des interventions de la santé, de la reproduction et de la nutrition, valider le cadre des résultats du avec les acteurs concernés, harmoniser les rôles entre les différents acteurs directement impliqués dans la mise en œuvre du projet, échanger des informations relatives
aux appuis des autres partenaires à chaque niveau de la pyramide sanitaire. Le financement additionnel dont bénéficie le PARS de la part de la Banque mondiale s'élève à 75 millions de dollars américains. Il servira à appuyer les acquis du financement antérieur. Ce financement additionnel vise à consolider et améliorer les acquis du premier financement en matière d'appui au développement des zones de santé afin d'offrir des soins de santé de qualité à la population en accordant une attention particulière sur la disponibilité et la qualité des services de santé de la reproduction, dont le planning familial, la nutrition et la sécurité décisionnelle. Le projet PARS a déjà enregistré plusieurs résultats, parmi lesquels la baisse généralisée des coûts des soins, l'augmentation de l'utilisation des services dont la qualité s'est sensiblement améliorée, la réhabilitation des infrastructures, le paiement des primes liées aux performances et la prise en charge des cas de paludisme. La Banque mondiale le reconnaît. Nous constatons des progrès initiaux, mais ce n'est que le début, je dirais, pour faire face à l'état de santé faible du pays, comme dans beaucoup de pays en Afrique. Et nous espérons bâtir sur les résultats initiaux que nous avons vus sur le terrain pour encore améliorer l'état de santé de la population de la RDC. Pour rappel, le PARS, projet initié par le gouvernement et financé par la Banque mondiale, s'inscrit dans les chantiers prioritaires du gouvernement, tels que prescrits par la révolution de la modernité, et se veut un outil de mise en œuvre du PNDS de la RDC. Et 25 animateurs des réseaux communautaires de lutte contre le VIH-Sida ont pris part à l'atelier de renforcement des capacités sur la lutte contre le sida et les violences sexuelles basées sur le genre. À la clôture de cet atelier hier mercredi 8 mai 2013, ils ont élaboré un plan d'action et ont également fait un plaidoyer pour l'application des lois relatives aux violences sexuelles basées sur le genre et la prise en charge des PVV. Patricia Molengo-Bolekuni, Hélène Kapoupa et Gisèle Mbia sur les images de Juzène Bélébélé. Après 2 jours de travaux, le participant à cet atelier de renforcement de capacité pour la riposte contre le VIH-Sida et les violences sexuelles basées sur le genre se sont convenus à faire de campagne pour briser le silence sur les violences sexuelles basées sur le genre auprès de leaders communautaires, religieux et politiques. Le programme national de lutte contre le sida, l'un des facilitateurs de cet atelier, a émis le vœu de voir les notions reçues à cet atelier porter de fruits. Les violences sexuelles et basées sur les genres constituent une porte non négligeable à l'accroissement de l'incidence et de la prévalence des cas du VIH-Sida. Nous sommes rassurés que les bagages reçus lors de cette formation, vu son contenu, vous permettra de les répercuter dans vos organisations et communautés respectives afin de nous permettre de combattre ces 2 fléaux. Les participants ont quant à eux salué l'importance de cette formation et ont formulé en même temps quelques recommandations. Les lois sur les violences sexuelles basées sur le genre ont été étayées, bien expliquées, bien explicitées. Cela nous donne encore du tonus pour descendre dans nos bases. Nous avons travaillé seulement sur le VIH-Sida et qu'aujourd'hui on venait d'être renforcé par rapport aux violences sexuelles basées sur le genre. Et c'est une bonne chose pour nous, pour que nous puissions l'implémenter. Déterminés à freiner l'évolution de cette pandémie, les participants avec l'appui de la section VIH-Sida MONUSCO vont après 3 mois se retrouver pour ainsi faire le suivi de travaux en rapport avec les notions reçues. Le changement de saison a un impact considérable sur la santé de chacun d'entre nous. Des nuits froides qui succèdent des jours chauds, conséquence, le nez coule, puis s'ensuit une épidémie de paludisme. Comment expliquer ce phénomène? Eh bien, la rédaction d'Antenne s'y est intéressée dans ce reportage signé Patricia Bassois, notre spécialiste en questions sanitaires. Quand survient un changement de saison, les conditions météorologiques peuvent changer radicalement en un laps de temps. Cependant, le corps ne suit pas forcément et bien souvent, il se retrouve dépassé par la vitesse du changement climatique. La chute de température, la sécheresse de l'air qui succède à des journées chaudes et humides concourent à tous les petits maux dont nous souffrons ces dernières semaines. De ces maladies, nous pouvons citer la grippe, le rhume, la rhinite allergique, la migraine, le paludisme, le changement d'humeur, voire même la dépression pour les plus fragiles. Mais les cas des affections respiratoires aiguës, du paludisme ainsi que des grippes sont légion. Pourtant, selon certains spécialistes, les conditions climatiques à elles seules
n'ont pas d'influence sur l'apparition de rhume. Les raisons qui expliquent l'activité du virus de la grippe durant cette période sont méconnues. Mais il faut rappeler que les hommes ont tendance à se rassembler, ce qui entraîne une propagation plus rapide du virus. La meilleure façon de prévenir le rhume est sans doute se laver les mains régulièrement, aérer la maison et surtout garder propre son voisinage pour éviter la prolifération de moustiques. Ainsi, nous vivrons dans des corps sains. Le manque d'eau potable, un vrai casse-tête pour la population de Massina, précisément celle qui réside le quartier 3, constat fait par Prescalin Toury sur les images de Pépito Matondo. Depuis plus d'une année, déjà, l'eau ne coule plus de robinet des maisons se trouvant au quartier 3 de la commune de Massina. Bien que l'approvisionnement en eau ne soit pas total, les agents de la régie des eaux passent régulièrement dans le parcelle, soit pour les factures, soit pour réclamer les frais des factures impayées. Et pourtant, les habitants de ces coins sont censés faire des kilomètres tous les jours vers 3 heures du matin, avec tous les risques de se faire agresser par les criminels. On ne sait pas faire le ménage depuis le matin. On attend les enfants qui sont allés acheter de l'eau. Pour s'approvisionner en eau, il nous faut se réveiller à 3 heures du matin avec les criminels qui circulent à 16 heures. Nos enfants sont obligés de descendre très loin à la rivière avec tout le risque de se noyer. Ces SOS méritent de trouver solution par les autorités compétentes. Même tableau au quartier camping dans la commune de Selemba où la situation est pire. Cela fait 5 ans depuis que l'eau potable ne coule plus dans ce coin. Une réalité dure et triste que connaît la population de ce coin qui est obligée d'acheter des bidons d'eau pour ses travaux ménagers et autres. Constat fait ici par Noéla Moukendingoy. L'eau, c'est la vie. Tel est le slogan de la Régie des eaux qui semble avoir oublié certains de ses abonnés. Les robinets du quartier camping sont secs et il est possible qu'ils soient rouillés de l'intérieur car l'eau n'y coule plus, cela fait 5 ans. Comment survit la population de ce quartier? Nous avons des problèmes d'eau. L'eau ne coule plus depuis plusieurs années. Le manque d'eau met la population dans une situation d'énervement continu. Nous sommes devenus comme des idiots que nos enfants aillent chercher de l'eau jusqu'à Lupin. On loue un taxi à 5 000 francs pour prendre 10 bidons d'eau à 2 000 francs, qui ne feront que 2 jours d'une dépense totale de 7 000 francs. Et pour le manger, comment est-ce que l'on doit faire? Et après les 2 jours, il faut encore aller chercher de l'eau. Et quand ça coule, pour puiser, les gens se battent même pour l'eau. Le bidon est à 200 francs. Si tu n'as pas d'argent, on ne te donnera pas de l'eau. Quand ça commence à couler, l'eau est rouillée et sent mauvais. Impossible de la boire. Il est temps que cette situation s'arrête et qu'une solution soit trouvée en urgence. Voilà, bienvenue dans notre kiosque à journaux. À vous tous qui n'avez pas eu l'occasion de feuilleter les journaux parus ce jeudi 9 mai 2013 dans la capitale, nous vous proposons une sélection de commentaires signée Marie-Sylvie Fortuné-Mboula, revue de presse. Bonsoir, l'heure du bilan a sonné. Fait de route, Matata Pogno réalise plus de 72%, s'exclame la prospérité. Investi au mois de mai de l'année dernière, le gouvernement Matata vient de totaliser une année jour pour jour. À cette occasion, chacun des ministres est tenu de faire son bilan, même si c'est Matata en tant que chef qui est mis en exergue. Les bilans, faut-il le souligner, c'est à la fois global et sectoriel. Et la meilleure manière d'évaluer l'action gouvernementale, c'est de partir de la feuille de route comme véritable boussole dans un pays où tous les repères étaient perdus. Ainsi, la feuille de route donne-t-elle les taux de réalisation de chaque ministère en tenant compte uniquement des actions prévues. Sur un total de 1165 actions initialement projetées pour l'ensemble du gouvernement, 540 ont été totalement réalisées, 529 partiellement, l'infirme partie est reportée ou non réalisée, soit un taux de réalisation global de l'ordre des 72,51%. Dans le jargon académique, l'on parlerait de la mention distinction.
Et lorsqu'on a réalisé une telle mention, l'on doit s'efforcer de faire mieux pour améliorer la cote. Cette fois-ci, c'est Matata Ponyo qui évalue ses ministres. Forum des As note que c'est une grande première. C'est donc ce premier ministre lève-tôt qui est resté esclave de sa logique qui constitue à évaluer l'action de chaque membre du gouvernement en vue d'un compte rendu global à la population. Cet exercice va bien au-delà du simple souci de transparence, bien au contraire, en bon élève de Jean-Jacques Rousseau, Augustin Matata Ponyo aura bien assimilé le principe sacro-saint du contrat social sur lequel repose toute gestion démocratique de la chose publique. Si une chose est d'être ministre, une autre et la plus importante est d'accompagner le Premier ministre dans l'atteinte de ces 6 objectifs dans son programme quinquennal présenté le 9 mai 2012 devant la Chambre basse du Parlement. Sur le palmarès de Matata, les 2 vice-premiers ministres viennent en tête des listes, mais n'obtiennent pas la même cote. Si Daniel Mukoko Samba, vice-premier ministre et ministre du budget, s'en est plutôt bien tiré avec 94,19%, son collègue de la Défense nationale est le seul membre du gouvernement à ne pas franchir la moyenne avec 43,79%. S'il faut puiser dans le jargon académique, on lirait sous les valves Mukoko Samba, très grande distinction, Lubatambo à journée totale. Parlons maintenant de la situation sécuritaire à l'est de la RDC où le palmarès renseigne qu'un clash est en vue entre l'ONU, l'Afrique du Sud et la Tanzanie. Un coin de voile commence à s'élever sur le flottement qui s'observe dans les déploiements de la brigade d'intervention annoncée fermement pour fin avril. La dite brigade continue de se faire attendre. Il faut dire que c'est la visite de Mary Robinson en République démocratique du Congo qui a eu le mérite de jeter un peu plus de lumière sur le flottement qui s'observe au niveau de la communauté internationale. Au retour de sa mission et en guise de rapport à sa hiérarchie, l'envoyé spécial de Ban Ki-moon donne subitement un autre contour à la brigade d'intervention. Elle déclare en effet comme si elle avait reçu mandat de repréciser les choses et de redéfinir l'accord cadre que la brigade va agir de manière essentiellement préventive. S'il ne s'agit d'un tel rôle de figurant, pourquoi alourdir la mission onusienne au Congo d'un peu plus de 3000 nouveaux soldats? On sent qu'il y a une volonté des amis de Kigali de tenter de sauver Paul Kagame et ses marionnettes. Insécurité dans la ville de Kinshasa. Le phare rapporte dans ses colonnes que le vendredi 3 mai vers 17h sous la pluie, Bijou et Kwalanga, une vendeuse du marché central en route vers la résidence familiale sur l'avenue Kigoma dans la commune de Kinshasa, s'est vue être agressée par le Kuluna. Dans l'espoir de s'échapper, elle a couru jusqu'à la porte d'entrée de leur parcelle. Mais ses agresseurs étaient sur ses talons, battue à mort puis jetée dans un caniveau, elle a été abandonnée à son triste sort. Malheureusement, elle est tombée sur des câbles électriques nus. Alertée peu après par une voisine qui vendait non loin de là, les proches de Bijou n'ont pu que constater l'irréparable. Voilà ce qui est déplorable. Ce sera tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et bonne soirée chez vous. Merci, c'est la fin de ce journal. Merci aux 2 capitales les plus proches, Kinshasa et Brazzaville, de nous avoir suivis. L'information continue sur www.antennatv.com. Merci à vous tous qui nous suivez depuis Saratov, Moscou, en République fédérale de Russie. Bonsoir.